Aujourd'hui, nous recevons Yann Meyer. Journaliste depuis plus de 30 ans, il est la mémoire vive de l'artisanat français. Rédacteur en chef de Metal Flash, une revue spécialisée dans le domaine de la métallerie, il donne la parole à celles et ceux qu'on oublie trop souvent. Les faiseurs, les bâtisseurs, les forgerons du réel. Humaniste, passionné, il porte haut les savoir-faire et ceux qui les incarnent. Avec lui, chaque article devient un hommage à la matière, au geste et à la transmission. Bonjour Yann Meyer. Bonjour Arthur. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Idefex. Merci à vous. Vous êtes... T'as pas de quoi. Vous êtes le rédacteur en chef de Metal Flash. Oui. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Alors bon voilà, je suis donc Yann Meyer, j'ai 61 ans, je suis de nationalité allemande. J'ai appris le français tout petit en Afrique du Nord et j'ai grandi dans un pays merveilleux qui s'appelle la Tunisie. J'ai grandi avec 3 langues. J'ai appris l'arabe dans la rue, l'allemand à la maison et le français à l'école, hein, pour résumer mon parcours. Et je suis journaliste dans la métallerie. Alors, c'est un grand écart, mais comme je vous ai dit dans l'entretien qu'on a eu ensemble, le journalisme, je crois que je l'ai acquis très tôt, parce que mon premier héros, c'était le capitaine Cousteau. J'ai plongé dans la mer, je devais avoir 9-10 ans, un poisson m'a foncé dessus, j'ai eu la trouille de ma vie, je dis plus jamais. Mon deuxième héros, c'était Tintin. Donc un reporter qu'on n'a jamais vu écrire un reportage, mais pourtant il était présenté comme tel. Et donc et j'avais un peu la bouille du Tintin. Et évidemment, je voulais être reporter au pays de l'or noir, je voulais être journaliste dans le monde arabe. D'accord. C'était ma trame de départ un peu. Et puis alors on fait des études, et puis à un moment donné, il faut quand même travailler. Et le premier boulot que je trouve n'est pas dans une rédaction pour aller travailler dans le monde arabe. C'est dans le domaine scientifique, technique, et plus exactement, j'étais dans l'industrie du froid, parce que je pressentais aussi une envie pour les problématiques environnementales. Et eux avaient cette énorme problématique des CFC, la couche d'ozone et tout ça. On est à la fin des années 80. Et donc j'ai démarré là-dedans. Et entre-temps, je suis passé dans l'industrie. J'étais un petit peu dans l'univers du bois. Ah oui. L'opposé de la métallerie aujourd'hui. Un univers, alors je ne veux pas dire du mal du bois. Vous êtes chez Jeannot, donc le bois, attention. Le bois, c'est un merveilleux matériau. Il est formidable, mais je dois reconnaître qu'à l'époque, donc il y a plus de 25 ans, quand on rentrait dans un atelier de bois, il y avait un petit frisson inquiétant avec cette poussière qui flottait. Maintenant, tout ça, je sais que les réglementations ont évolué, c'est aspiré à la source, mais la vitesse de coupe des outils, et puis les gars qui disent 5 bières en arrivant au bar avec 2 bois au moins, j'ai toujours eu ce sentiment que dans le bois, il ne fallait pas faire une erreur, ça pouvait coûter très cher. C'est du savoir-faire. Et voilà, donc j'ai une relation un peu particulière avec le bois. Et un jour, je ne sais plus quelle entreprise c'était, un jour, je tombe dans une métallerie. Et évidemment, mon drame à moi, c'est que je ne me souviens plus où c'était. Donc une métallerie qu'on appelle aussi la serrurerie. Et alors là, il y a l'histoire la fameuse phrase de Chirac, le bruit, les odeurs. Mais moi, c'est au sens positif. Hein. C'est-à-dire le bruit d'une métallerie, c'est le crissement des outils, le meulage, le cri des outils. Le cri des outils, et le métal qui chauffe, qui fait des étincelles. Des machines qui tournent assez lentement par rapport à l'univers du bois. Hein. Chez Jeannot, on a l'habitude d'avoir des usinages très rapides, très précis, des fraisages très précis, très rapides. Non, le métal, ça tourne lentement parce qu'il ne faut pas chauffer plus que ça la matière. Ça risque de transformer la matière moléculairement, et puis la couleur, l'aspect, si on travaille sur de l'inox ou des choses comme ça. Et donc, voilà, je suis tombé là-dedans, cette huile brûlée, ces étincelles, les soudeurs. Et je me suis dit, c'est chez moi. Et puis, il y a la bonhomie aussi des artisans. Le métallier, c'est un milieu particulier. Alors là, si vous voulez qu'on attaque tout de suite sur les individus, là, on en a pour 3 heures.
Mais c'est un peu pareil chez les gens du bois, les gens de la pierre aussi, les matériaux comme ça, très lourds, très bruts, qu'il faut arriver à transformer. On achète de la matière, on achète des machines, on embauche des gens avec du savoir-faire avant d'avoir gagné un centime. C'est-à-dire, ça oblige les gars à avoir une vision, une confiance, une humilité. Bien sûr. Ils savent que sur une affaire, ils peuvent tout planter. Les charges sont lourdes. Ça les pèse pas plus que ça. Ils vivent avec. Mais ils savent qu'il faut sortir des gros moyens pour pouvoir se lancer. Bien sûr qu'avec les machines en investissement, Oui, alors je ne veux pas critiquer d'autres corps de métier du bâtiment, Bien sûr. mais il y a un tas de métiers où on fait plus du négoce. On achète une... Bon, ce sont par exemple aussi des clients de chez Jeannot. Ils achètent une menuiserie finie, ils la posent, ils font une marge sur la pose. OK, ils font un peu de commercial, ils font du service au client qui est très important. Mais ils n'ont pas toute la machinerie derrière et tout l'outillage et toutes ces immobilisations. Ce qui crée à partir de la Voilà. matière première. Et je crois que mon goût, d'abord pour le métier de journaliste et après le goût pour la matière que je traite, est venu de cette association d'individus et de matière. C'est-à-dire qu'à la fois la matière me fascinait complètement. Dès que j'ai vu ce qu'on pouvait faire avec l'acier, j'ai été complètement subjugué. Et les hommes qui travaillaient cette matière, cette humilité qu'ils ont. Pour faire court, l'acier, il n'a aucune envie de se faire travailler. Hein. Il est résistant. Hein. On se bat contre la physique et la chimie. On se bat. Son ADN, c'est de repartir à l'état de minerai. Donc s'il se corrode, s'il rouille, le fer s'il rouille, c'est parce qu'il veut se recarapater dans la terre, hein, en gros. Hein. On ne lui a pas demandé son avis à l'acier. On va à l'encontre de son... Mais on lutte tout le temps contre sa nature. C'est pour ça que certains, aujourd'hui, laissent rouiller l'acier, et puis les architectes trouvent ça très bien. On a le Corten, d'autres choses, mais c'est vrai qu'il y en a qui disent, mais à quoi bon se battre contre sa nature? Mettons-y un peu plus d'épaisseur et laissons-le se patiner, pour le dire poliment. Laissons-le se patiner. Et ça, bon, on y reviendra peut-être, mais la culture des gens, des décideurs du bâtiment sur l'acier a beaucoup changé les 30 dernières années. Et j'ai vu, moi, les 30 dernières années, cette mutation vers plus de compréhension du matériau et donc aussi de compréhension des hommes qui travaillent ce fer et ce métal. On revient de loin, hein, mais progressivement, pour citer les architectes ont affiné leurs connaissances sur l'acier, eux qui ont été subjugués, on va dire, dans les années 70-80 sur l'éternel aspect de l'aluminium qui ne se corrode pas, qui est léger et tout ça. Ils en sont revenus. Ils se sont dit, bon, il y a aussi d'autres qualités qu'il faut valoriser. Brut, voyez, voilà. Voilà. Et je sais que Jeannot fait aussi de la menuiserie alu. L'alu a évidemment une place essentielle. L'aluminium peut se travailler aussi comme de l'acier, c'est-à-dire en soudage, en polissage. On peut faire des choses très très bien avec l'alu. C'est juste un autre rapport à la matière. Et moi, j'ai un faible pour l'acier. Voilà. Très bien. Justement, on va repartir des années 80-90, au début de Metal Flash, donc. Il ressemble à quoi le marché de la métallerie à ce moment-là, quand vous poussez les portes des ateliers, que vous commencez à écrire sur ça, j'imagine qu'il a complètement changé. Complètement changé. Mais alors, ça ressemble à quoi pour des spectateurs? Alors moi, au début, évidemment, quand on est... bon, j'étais plus jeune, hein, donc j'ai 61 ans, j'avais 30 ans de moins, quoi. Et je trouvais ça normal, je pensais que c'était comme ça qu'il fallait travailler. Je voyais des ateliers où la seule occasion... qu'ils avaient d'avoir de la lumière de jour, c'est d'ouvrir la porte du garage, quoi. C'est qu'en fait, ils fermaient la porte du garage s'il y avait de l'orage, et ben ils travaillaient avec des néons. On avait de la terre battue, on avait un vieux marteau-pilon, et ça, je vous dis ça, c'était, il n'y a pas si longtemps, des gens qui étaient dans Paris même, qui avaient encore des ateliers dans Paris, qui travaillaient dans des conditions vraiment, ça soudait à la baguette, il n'y avait pas d'aspiration de fumée, des machines pas conformes, tout ça. Moi, j'ai cru que ça faisait partie de l'exotisme du truc. Je me dis, oh ouais, c'est bien ce métier, on a le métier dans la peau, quoi. Bah oui, le métier dans la peau, ouais, on l'a dans la peau, quoi. Et pareil, les questions de sécurité sur chantier, tout ça, c'était beaucoup plus aléatoire. Et là, je trouve que vraiment, la jeune génération, la génération de dirigeants d'aujourd'hui a vraiment pris le pli d'une démarche sécuritaire, de confort, l'image, enfin on y reviendra, mais pour revenir dans
dans ces dirigeants qui étaient encore en place dans les années 80-90, il y en a encore beaucoup qui étaient d'entreprises nées dans les années 50, fin 50, 60, 70. C'était les 30 glorieuses. C'est que les gars, quoi qu'ils fassent, ils vendaient bien. Il y avait beaucoup d'argent. On n'investissait pas forcément pour le confort des salariés. On se payait bien, on agrandissait, on faisait ce qu'on pouvait avec les machines qu'il y avait. C'était un peu... Et puis des ambitions avec un côté positif sur l'avenir aussi. Ouais, On va faire faire confiance, confiance, ouais. sport. Ouais. Donc il y avait tout le côté positif de l'enthousiasme qu'ils avaient, mais effectivement, la sécurité, le confort au travail, mais c'était global, même dans l'industrie. Hein. Dans l'industrie, on faisait avaler des poussières aux gens. Bon, je ne parle même pas de l'amiante, mais d'un tas d'autres process. On ne se souciait pas de la sécurité, du confort, de la qualité au travail. Et ça, aujourd'hui, c'est vraiment du bonheur de voir comment des dirigeants qui ont 40, voire 30 ans, 45 ans, comment ça leur paraît complètement normal. On travaille avec des outils performants, de la sécurité, parce qu'ils voient bien la difficulté de recrutement qu'il y a dans ces métiers. Et aujourd'hui, on va dire, la plupart des parents, quand ils voient leur enfant choisir une voie professionnelle, les parents accompagnent les gamins. Si l'atelier ressemble à un truc, à la Zola, et la mère, elle dit non, il n'est pas question que mon fils rentre là-dedans. Donc c'est un ensemble. Et moi, ce que je constate, c'est vraiment une mutation dans la façon de manager, la façon de piloter les affaires, de recruter. Ça vient aussi de repreneurs d'entreprises. Beaucoup professionnalisé. Absolument. Alors professionnalisé, il faut le préciser, oui, c'est-à-dire voilà, qu'avant, le professionnel, il avait son CAP, son BP, et il montait sa boîte. Entre-temps, elle a grossi. Certains sont devenus des boîtes de 40, 50, voire plus, salariés. Ils arrivent à la retraite, ils vendent. Et c'est des financiers qui reprennent. Ou c'est des gens qui, à 50 ans, sont partis avec un gros chèque d'une grosse entreprise générale et qui, quand ils étaient en entreprise générale, repéraient, on voyait bien que dans la métallerie, il y avait du potentiel, il y avait des choses à faire et tout, et se mettent à racheter une boîte à 50 ans et ils sont eux-mêmes pas métalliers, ils ne sont pas du métier, mais ces gens-là, ces managers-là, que d'ailleurs beaucoup de ces managers originels, purement professionnels, regarder d'un air un peu distant en disant « Oh là là, ces gens, s'ils ne sont pas du métier, ils ne vont pas y arriver ». Et en fait, ils y sont arrivés. Ils ont apporté une énergie nouvelle, des méthodes, un dialogue avec les grosses entreprises, les gros donneurs d'ordre que les précédents n'avaient pas. Et ça a généré une nouvelle dynamique dans cette profession. Et je dois dire que Metal Flash, la revue donc, pour laquelle je travaille et que j'ai la joie d'assurer en rédaction depuis 25 ans maintenant, a contribué. On l'a accompagné, on a contribué à changer l'image de cette profession. C'est d'ailleurs une référence sur le milieu du... Oui, c'est connu de tous les métalliers. C'est les lecteurs qui le disent. Moi, j'estime que c'est jamais assez bien et on fait ça avec... on n'a pas une grosse rédaction, Et d'ailleurs, comment on fait pour... Vous êtes journaliste, donc un métier où les mots ont leur importance. Comment on fait pour écrire sur ces métiers-là? Ça doit être particulier, c'est pas comme du journalisme, on va dire, d'investigation ou plus général, presse nationale. Comment on fait pour écrire, pour mettre en valeur ces savoir-faire? Alors bon, moi, si je m'adressais à des étudiants en journalisme, je le dirais de la même façon. Si vous êtes dans un journalisme d'investigation, d'enquête politique, tout ça, c'est une autre catégorie. Ces gens-là sont dans une autre dimension que la mienne. Mais 80% des journalistes sont plutôt dans ma position, c'est-à-dire qu'on est des raconteurs d'histoire. Et on ne peut pas raconter de belles histoires si on n'a pas une belle relation avec les gens, si on n'a pas capté un petit peu les belles histoires que ces gens-là ont en eux, que ce soit leur parcours, que ce soit leur réalisation, que ce soit leur organisation. Et moi, j'ai pas beaucoup de talent, mais je crois que j'ai celui de m'intéresser aux gens auxquels on ne s'intéresse pas beaucoup. L'empathie. Peut-être de l'empathie, je sais pas. L'empathie, c'est un peu un mot à l'emporte-pièce, du style « j'aime tout le monde ». Non. Ou « je comprends tout le monde ». Dans le sens où
on arrive à se mettre à la place de l'autre, Oui, à aller sentir en fait, voilà, je, du sous-texte à tout ce qui peut. je sais m'intéresser à des gens auxquels on ne s'intéresse pas parce que ça m'intéresse moi avant tout. Je ne Quel fais est- pas ça pour lui faire plaisir à lui, c'est parce que ça, moi, ça me nourrit. Et ça peut être, je prends cet exemple parce que ça m'a fasciné, je fais beaucoup de motos. Un jour, je m'arrête à un aire d'autoroute et je vois arriver un camion, des gens qui nettoient les bords d'autoroute. Vous savez, c'est souvent, ils sont exposés, des voitures qui roulent à 130 et eux doivent ramasser des choses. Et ils ont là, ils ont fait une pause et puis je voyais qu'ils avaient les appareils pour manipuler, là, peuvent attraper un mégot. Attraper. Et j'ai pas pu m'empêcher de lui dire, vous pouvez me le prêter, moi je suis fasciné, comment ça marche. Et on est rentré en discussion et les gars m'ont raconté leur quotidien. J'étais là, je me faisais une pause sur le bord de l'autoroute et je suis rentré en discussion avec eux. On a resté une demi-heure à discuter et ça, ça me nourrit. C'est comme ça que vous trouvez les histoires à raconter. Oui. Non, c'est juste. Mais les histoires viennent aussi quand j'arrive en avance à la gare pour venir vous voir. Je suis en avance, ce qui est toujours qui est nécessaire, hein, parce qu'on arrive détendu. Et je me balade un peu. Il y a des panneaux de chantier et je découvre comme ça qu'à côté de la gare Montparnasse, il y a un bâtiment années 30 qui est en pleine rénovation, qui est un ancien bâtiment du ministère de l'Agriculture et machin. Je suis devant le panneau de chantier, je vois des boîtes que je ne connaissais pas, je photographie, je vois le gardien qui garde le chantier, je commence à discuter avec lui, il m'apprend des choses et j'ai des débuts d'histoire. Alors évidemment, on peut passer son temps sur les réseaux sociaux à regarder ce que publie un tel ou un tel. Moi, C'est le terrain. je me nourris de ce que les gens ont à raconter. Alors si j'avais encore une fois des journalistes, des jeunes journalistes en face de moi, je leur dirais, rangez votre portable, quoi. Servez-vous-en pour faire passer un message si vous voulez. Mais quand vous êtes dehors, gardez le nez au vent, regardez là où vous marchez, regardez les gens qui bossent, levez les yeux quand il y a de l'architecture ou quand c'est de la nature, d'ailleurs dans les deux cas, essayez de comprendre s'il n'y a pas une histoire à raconter derrière tout ça. Ça peut être le gars qui est en train de mettre les guirlandes pour la fête du 14 juillet ou je ne sais quoi, ça peut être un réparateur, ça peut être une femme qui se presse avec un bouquet de fleurs dans une maternité, ou je ne sais pas. Les histoires, elles sont devant nous. Et il ne faut pas essayer de les piquer aux autres, il faut essayer de les créer soi-même. Et sur les réseaux sociaux, finalement, ils cherchent la mauvaise histoire. Elle est déjà filtrée, moulinée, influencée. Aller vers, pousser. Alors un truc super aussi, alors, quand on s'intéresse à l'architecture et à la construction, c'est, vous allez dans Paris, maintenant, toutes les grandes portes sont automatisées, il y a un digicode, tout ça. Bon, vous passez dans la rue, vous voyez la porte qui est en train de se refermer parce que quelqu'un venait de rentrer ou de sortir. Hop, hop, glissez-vous là-dedans. Et là, vous avez des cours intérieurs, vous avez des activités, vous avez des va-et-vient de gens. Et hop, et après vous ressortez. On n'est pas là pour détruire ou changer quoi que ce soit derrière. La curiosité. Oui. Il faut nourrir la curiosité. Et quand vous avez la curiosité avec du respect, de l'écoute sincère, parce que l'individu en face, même celui, et surtout celui à qui on ne pose pas souvent des questions, il est d'autant plus méfiant et d'autant plus sensible au fait que, en fait, on ne s'intéresse pas à lui, on veut juste lui piquer des idées. Et donc, il faut l'écoute, les yeux, la manière de... Eh bien, moi, c'est ça qui si j'ai une clé qui fait que je réussis dans ce métier de ma niche, parce que je suis vraiment sur la niche, hein, Oui, oui. mais j'aurais fait pareil dans un autre secteur, à condition que le secteur m'intéresse et me passionne. Parce que je ne m'intéresse pas à tout, c'est clair. J'ai travaillé dans des domaines où je n'étais pas à l'aise du tout. Hein, donc, et ça s'est senti très vite. Hein. Vous m'offrez la transition parfaite. On va parler de la passion. Ah ouais, la passion. C'est un moteur. Hein. Il ne faut pas qu'elle soit aveuglante, de regarder le monde qu'à travers sa passion, mais avoir une ou deux passions. Si cette passion permet de faire un salaire à la fin du mois, schling, Ouais, là, bonus. Donc, encore une fois, si je m'adresserais là plutôt à la jeunesse avant choix professionnel, j'ai envie de leur dire, faites ce que vous voulez, mais prenez la phrase au mot.
Faites ce que vous voulez. Si vous aimez, si vous sentez que c'est ça, ne faites que ça. C'est comme c'est Steve Jobs qui disait ça. Il dit, vous ne pouvez pas être bon dans quelque chose que vous n'aimez pas faire. Hein. C'est ça. Faut pas aller la boule au ventre. Non. Vous savez, un de mes premiers reportages, ça c'est intéressant, ça me revient là. Un de mes premiers reportages que j'ai fait chez Metal Flash, je suis allé voir Centre AFPA. C'était dans l'Essonne. Et donc AFPA, donc reconversion, des gens qui ont fait un parcours autre et qui se reforment. Et là, c'était en ferronnerie. Ferronnerie, métallerie, mais le gars est passé un CAP. Et donc, il y avait 4-5 bonhommes, ils étaient en train de bosser. Et dans l'eau, il y en avait un, je trouvais qu'il avait vraiment le look très bien peigné, très, très bon élève. Là. Je dis, vous faisiez quoi avant? Il dit, moi, j'étais dans la banque. Je dis, ah bon? Ouais, mes parents ont vraiment insisté pour que je fasse des études financières. J'étais dans la banque. Je dis, et alors? Je dis, mais en fait, dans le fond, moi, ce que j'ai toujours voulu faire, c'est de fabriquer du mobilier métallique. Ouais. Et donc, il passait son CAP. Et donc, il avait encore son look de banquier, mais il était en train de passer son CAP. Et il y a 3-4 mois, je vérifie sur Internet, j'ai repris ce vieil article, et bien le gars, ça y est, il a sa boîte depuis 20 ans, plus de 20 ans, il a sa boîte, et il fait du mobilier urbain pour toutes les communes. Et donc, je dis, voilà, il a fait ce métier de financier parce que ses parents lui payaient les études, lui ont mis une pression dingue. Mais sa vraie nature, c'était autre chose. Et il faut vraiment y aller. Et si le gars, il a vraiment la fibre pour être banquier, eh bien, qu'il y aille. Ça, alors là, il faut... C'est pas un jugement de valeur, c'est s'écouter. Je crois que vous êtes un jeune père, hein, donc notez bien ce que je vous dis. Hein. Mais vous le savez, c'est quand l'enfant commence à s'intéresser aux choses, faut pousser. Il faut évidemment lui faire découvrir. Hein. Oui. On est là pour ouvrir des portes. S'il ne s'intéresse pas au dessin, c'est pas la peine de le forcer. Quoi. S'il n'est vraiment pas intéressé par la musique, c'est pas la peine non plus essayer d'en faire un Mozart. Quoi. Bien sûr. Les gens trouvent d'eux-mêmes ce qui les fait vibrer et ils vont vers ça. Ouais. Sans savoir vraiment des fois d'où ça vient. Hein. C'est des choses qu'on a peut-être vues dans le subconscient quand on a été très petit. Absolument. Mais on ne comprend pas trop d'où ça vient, mais on sait qu'on aime ça. Ah oui. Et moi, j'ai toujours aimé raconter des histoires. Donc, j'ai toujours été pas trop mauvais en dissertation. J'étais une vraie bille nullissime en mathématiques et en physique. Et ça me pèse un peu maintenant parce que de temps en temps, dans la métallerie, on va quand même avoir des notions de calcul. Bon, là, je souffre un peu, mais j'ai des gens qui m'aident pour décrypter. Mais j'ai toujours eu ça, cette histoire. J'ai toujours aimé écrire des lettres. Et donc, je suis dans cette voie-là assez naturellement. Je ne sais plus ce que c'était le début de votre question. C'est très bien, on a digressé, mais du coup, d'ailleurs, je vais redigresser sur la digression. Je crois qu'il y a 2 jours, il y a 48 heures, vous étiez membre d'un jury auprès des jeunes. Vous pouvez me parler un peu de la jeunesse dans le milieu de la métallerie? Alors là, moi, j'ai l'immense joie, bonheur d'accompagner. Je suis un membre du jury, mais je suis un membre un peu externe parce que je suis le journaliste, donc j'observe, je juge l'extérieur, donc je ne peux pas être trop jugé parti. Mais le concours Métal Jeune, qui est un concours lancé par l'Union des métalliers depuis 1998, et qui a lieu tous les 2 ans, et qui mobilise l'ensemble des établissements de formation. Et à ce titre-là, il y a toujours des sujets, et à chaque fois il y a un sujet qui est proposé. La dernière édition était un sujet un petit peu complexe, apparemment, puisque c'était habiter demain les 4 éléments, donc le fer, l'eau, le feu, la terre. Bon, c'était un peu... Donc, du coup, il y a eu un peu moins de participation. C'était un peu dur, à capter. Mais pour résumer, donc c'est des projets très créatifs, c'est bordé par un canevas, il y a aussi un dossier pédagogique à rendre, et il y a une œuvre qui est très formatée, qui doit entrer dans une caisse qui est très formatée. Mais l'œuvre en elle-même peut être totalement créative. D'accord. Et alors là, quand on voit ça, alors évidemment, il y a des enseignants autour et tout, mais ce sont des gamins qui ont entre 15 et, on va dire, 17-18 ans, selon le niveau CAP1, CAP2, BP, il n'y a pas BTS, donc ça s'arrête à un BP. Bac Pro, lycée pro, tout à fait. Bac Pro. Et alors là, on prend une gifle de confiance. Parce que les gens qui disent « ouais, les jeunes aujourd'hui », déjà,
moi, je suis plus là. Hein. Quand on commence à me parler comme ça, oui, les Généralité. jeunes... Ah non, non, bah déjà, ça me fatigue, je perds mon temps. On voit là des jeunes qui sont parfois en grande difficulté scolaire, capables de faire un travail créatif, imaginatif, esthétique et technique exceptionnel. Alors que ces jeunes soient tous après en entreprise de bons ouvriers, ça j'en sais rien. Mais en tout cas, ils auront à un moment donné dans leur vie concentré sur quelques mois, tout en étant souvent en apprentissage. Donc c'est pas, ils n'ont pas eu 3 mois pour le faire. Le truc, un projet annexe. Ouais. et donc c'est à l'enseignant de répartir le boulot que chacun. Donc c'est un travail de coordination, mais d'émulation aussi, de créativité. Et puis alors, le pompon, c'est quand il y a une vingtaine d'œuvres qui sont présentées, il n'y en a que 4-5 qui sont récompensées avec différents prix. C'est normal. Hein. Dans une course, tout le monde ne monte pas sur le podium, sauf si on fait une course à 3, hein, peut-être. Mais, bon. Et alors, on voit la tête des jeunes. Alors là, ça, c'est... Alors là, il y a un parterre de chefs d'entreprise qui applaudit et qui voit, c'est de l'émotion pure, quoi. Des gens qu'on n'a jamais applaudis, des jeunes à qui on n'a jamais dit « c'est super ce que tu fais ». Donc des gens qui n'ont pas l'habitude et à qui on dit « mais c'est extraordinaire ce que vous avez fait ». Alors maintenant, en plus, vous êtes dans le métier de la vidéo. Alors de plus en plus, les écoles mettent un peu de moyens pour filmer le travail. Ça va sur les réseaux sociaux. Ils se le partagent entre eux, entre gamins. Et donc, ils montrent. Donc, ils deviennent les ambassadeurs. Ces jeunes-là deviennent les ambassadeurs de leur métier. Et c'est les autres... Là, ça va être la copine, ça va être le copain, parce qu'il y a aussi des filles maintenant dans les ateliers qui disent « Ah ouais, mais c'est super ce que tu fais ». C'est plus un adulte qui dit « Voilà, le métier, c'est ça apporte tel débouché. » Ça leur parle pas. Par contre, la vidéo qui est bien faite et qu'ils envoient sur les réseaux et que les gamins disent « Ah ouais, tu fais ça, c'est ça ton métier, c'est super. T'as bonne allure là, avec ton bleu là en train de souder. Ah ouais, c'est dingue. » Valorisant. Voilà. Et ça, c'est un truc que je remarque. C'est votre métier, hein, la vidéo, l'image. Chez les jeunes, ça impacte. Alors, je ne sais pas s'il va y avoir une avalanche de candidatures à la métallerie. C'est toujours difficile, mais... Je pense que le pouvoir des réseaux positifs, c'est souvent aussi critiqué. Hein. Des fois, à juste titre, hein, il peut y avoir des hordes, on a pu le voir, mais ça reste un outil extraordinaire pour faire véhiculer justement des savoir-faire, des arts. Absolument. Par la visualisation, et en plus, alors il faut le préciser, moi qui suis dans la presse écrite, je ne devrais peut-être pas le dire, mais c'est vrai qu'on a souvent un public pour lequel on écrit qui est un peu en rupture avec l'écriture, qui est des décrocheurs ou des gens comme ça. Et donc la vidéo permet justement de gommer ça et de montrer comment en plus les niveaux de qualité augmentent. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont très à l'aise sur les outils audiovisuels, qui font on les appelle les youtubeurs, ce que vous voulez. C'est que le niveau est élevé, le niveau monte, le niveau qualitatif augmente et l'exigence augmente. Et donc, c'est une valorisation du métier, inévitablement. On voit de plus en plus de documents bien faits sur ce métier. Et donc, ça, c'est très réjouissant. Donc, pour revenir à votre question, l'image des jeunes, mais ça, tout métier confondu, moi, je trouve qu'il y a des jeunes absolument... Et je ne dis pas ça par facilité, par flagornerie ou autre. Je ne veux pas me faire bien voir par les jeunes, hein. C'est leur problème. Je remarque qu'il y a des jeunes autour, notamment dans le métier que je couvre, mais aussi dans le journalisme, des jeunes journalistes que je trouve éblouissants et réjouissants. Et c'est très, très optimiste. Je suis très optimiste pour... Mais une question, par exemple, que vous ne m'avez pas encore posée, mais peut-être que vous vouliez me la poser, c'est sur l'intelligence artificielle. Ça arrive. Mais donc même sur des sujets comme ça, qui ont tendance à angoisser... C'est le journaliste qui revient. Oui, mais vous savez, les boomers, ils sont tous effrayés par l'intelligence artificielle. S'ils sont effrayés par ça, il faut mieux qu'ils aillent voir des jeunes. C'est ça. Allez voir des jeunes et ils vont vous calmer le... Je ne sais pas qui a raison, mais en tout cas, mais bien sûr. il vaut mieux avancer en étant un peu moins inquiet sur l'avenir. Et les jeunes, visiblement, ils disent « Mais non, on va gérer ça. » Mais comme il y avait des inquiets au moment de l'explosion d'Internet. Absolument. Pour la presse écrite, notamment. Flash est aussi un site Internet aujourd'hui. Un site Internet. Et quand... Alors là, vous tendez une perche, mais
régulièrement, je pose la question à des jeunes métalliers, chefs d'entreprise. Je leur dis, oh, vous savez, un peu sur le ton de la boutade, je dirais, oh, on va bientôt arrêter le papier, on va mettre tout ça sur Internet, ça sera plus simple. Et les gars, ils me disent, ça va pas la tête. C'est tout bas. Le journal papier, c'est, voilà, je suis publié dans Metal Flash. On peut le montrer. Et j'ai le témoignage, je l'ai encore en tête, il y a quelques années, un YouTuber que je ne citerai pas, mais que vous connaissez, connu dans la métallerie, et Bon, qui, vous pouvez, qui, hein. qui m'a écrit un jour mon plus grand honneur serait d'être publié dans Metal Flash, alors qu'il avait déjà des dizaines de milliers de vues à chacun de ses posts. Et donc, le côté papier... bon, alors, raison de plus de ne pas en faire un torchon et d'essayer d'en faire quelque chose un peu qualitatif. Et le papier, si c'est pour faire du brouillon, c'est pas la peine. Non, bien sûr. Donc je m'efforce de garder le papier dans une dimension plutôt qualitative. On va parler un peu plus de Metal Flash quand même. Donc, c'est quoi Metal Flash? Alors, c'est une revue qui est terrée à un peu plus de 12 000 exemplaires, 5 fois par an. Comme me disait un ami il n'y a pas longtemps, il me disait c'est pas un périodique, c'est un épisodique. C'est vrai que 5, c'est 6 au moins, on peut vous dire tiens, c'est tous les 2 mois. Non, là, Par saison. Ouais. voilà, on va dire 5 saisons. Ouais, 5 À saisons. peu près. Ouais, ça fait les 5 éléments, si vous Ouais, voulez. 5 éléments aussi. Et donc 5 numéros par an, on tire à 12 000 exemplaires, et c'est envoyé essentiellement aux entreprises de métallerie, aux adhérents de la Fédération française du bâtiment, mais pas que, aussi tous les qualifiés Calibat. Et puis il y a un fichier, je ne vais pas donner de chiffres parce que je vais me planter dans les chiffres, mais il y a une proportion, un petit tiers qui est envoyé aux donneurs d'ordre architectes. D'accord. Et donc il y a à la fois ce double public, mais quand j'écris en priorité vis-à-vis d'une cible qui est la cible des chefs d'entreprise et cadres du domaine de la métallerie, serrurerie, et aussi de la charpente métallique, même si je reconnais, mea culpa, que la charpente métallique, c'est un peu moins mon dada, mais parce que, voilà, c'est une... J'ai dit toujours, les charpentiers résonnent en tonnage. Voilà, ils résonnent en tonnes. Ah, j'ai fait une belle charpente parce qu'elle pèse tant de tonnes. Donc on se charrie un peu avec ça. Moi, je sais pas quoi faire avec des tonnes. Moi, j'aime être sur le travail de la métallerie. Et voilà. Donc la serrurerie, la métallerie, les extensions, les cloisons, les garde-corps. Enfin bref, c'est une quantité illimitée quasiment d'ouvrages que je traite dans Metal Flash avec le souci. Ça, c'est un souci que j'ai, mais on n'arrive pas toujours à le tenir, c'est d'être aussi représentatif d'une répartition géographique. Mes bureaux sont à Paris, il y a quasiment plus de métalliers en proche, je dis même pas dans Paris intramuros, là il y en a 3 qui restent, mais dans la petite couronne et dans la banlieue, il y en a de moins en moins. C'est un métier qui se déplace en région pour des questions évidentes de foncier. Foncier, parce que ça demande de l'espace. Ça demande de l'espace, ça demande un accès, ça demande de stock, d'énergie, ça demande des bâtiments, de plus en plus des bâtiments neufs. On ne peut pas travailler dans un vieil atelier biscornu. C'est de la ventilation, il faut que tout soit voilà, nickel. voilà, la modernisation du fait qu'ils se sont éloignés, d'abord dans les banlieues et puis un peu plus loin après. Donc je dois aller aussi en région, en province, où il y a des préoccupations différentes, des marchés différents. Et mon grand bonheur, évidemment. Alors là, encore une fois, parfois je me pince en me disant, mais c'est pas possible. Mon boulot consiste à aller voir des gens que j'aime, dans des régions et un pays que j'aime, des régions souvent que je ne connais pas, et j'y vais en moto, ce que j'aime beaucoup aussi. On parlait de passion, c'est une passion, une cumul de passion, un millefeuille de passion, et je dis millefeuille parce qu'une de mes passions, c'est la cuisine, donc vous imaginez tout ce... C'est évidemment, parfois, on se pince pour dire, est-ce que je ne suis pas en train de rêver Vous là? êtes payé pour faire ça? Je suis payé pour un millefeuille passionnel. Et ça existe, quoi. Bravo. Ça existe. C'est quand même dingue. Imaginez, je prends un exemple, je vais sur le chantier du musée, c'était à Albi, je ne sais plus, ouais, je crois que c'était à Albi. Je vais voir des métalliers formidables, je traverse une région que j'avais jamais vue. Je m'arrête chez des gens qui font de la location de chambres, j'avais besoin de m'arrêter.
des gens formidables. Ils me louent une chambre qui donne une vue sur tout un paysage. Et le lendemain, c'est le musée de Soulages. D'accord. Donc ce musée entièrement de Corten, habillé de Corten, voilà. Et je rencontre des gens formidables. Et après, en plus, on va manger au restaurant du musée Pierre Soulages, où c'était gastronomie merveilleuse française. Là, il vous faut quelques jours pour retomber sur terre. C'est extraordinaire. Et alors, en général, les gens me disent, à la rentrée, ils me disent, alors, tu as passé de bonnes vacances? Et moi, je dis, oui, formidable. Notre fermeture à l'entreprise, à ma maison d'édition, c'est les 15 premiers jours du mois d'août. Mais moi, mes vacances, c'est les mois d'avant. C'est-à-dire que reportage. Moi, je dis, ah ouais, c'était formidable, je suis allé là, là et là. Et en fait, quand je... Ah, j'ai dit, mais non, t'étais pas en vacances, t'étais au boulot. Et en fait, mes 15 jours de fermeture de la maison d'édition, je suis en région parisienne et je m'occupe de ma maison où il y a toujours des trucs à faire. Voilà. Et donc, finalement, je bouge pas beaucoup pendant mes vacances. Donc, mes vacances, c'est la route à la rencontre des lecteurs. Et un plaisir immense. La frustration qui est derrière, c'est que vous n'arrivez jamais, à la fin de l'année, à tenir les engagements vis-à-vis de tous ceux à qui vous a dit « oui, je passerai vous voir ». Ça, inévitablement, on ne peut pas. Bien sûr. On n'a que 24 heures Comme tout le monde. Et il faut écrire, il faut rencontrer, il faut dormir, enfin bref. Et donc, et puis parfois les gens sont vraiment très loin, et il faut une journée pour y aller, une journée pour revenir. Donc, mais bon, ça laisse évidemment plein de projets pour... C'est ça, c'est inépuisable. C'est inépuisable. Et vous savez, juste pour là-dessus, c'est que parfois j'arrive chez des gens, je vois le chef d'entreprise un petit peu fatigué, un peu vieillissant, 12 jours, avoir l'œil par-dessus l'épaule du chef d'entreprise, voir c'est qui le petit jeune là derrière. Là. Et il y a toujours un fils ou un repreneur qui est pas loin, donc on prévoit toujours aussi le coup d'après. Bon, je ne dis pas méchamment, mais il ne faut pas rester trop amis avec les gens qui ont notre âge. Si on veut perdurer dans le métier, il faut garder un œil sur la génération qui suit. Et ça, j'ai réussi à le faire pas trop mal avec un certain nombre de métalliers, où j'ai senti le gamin de 22, 23 ans qui est là dans le bureau. Donc il faut être bien avec... Il y a des choses à dire. Ouais, parce qu'à un moment donné, quand le chef d'entreprise dit « bon, ben voilà, tu prends les clés de la boîte, moi, je me barre », je vais vivre ma vie, je vais partir faire le tour du monde à la voile ou je ne sais quoi, marcher le long de Saint-Jacques-de-Compostelle, où ils décrochent du truc. Il faut garder le contact, surtout les grosses boîtes influentes dans les régions. On est ici au Mans, c'est le cas du Mans où il y a eu il y a encore un certain nombre d'entreprises vraiment notoires, très important, de garder le contact avec les jeunes qui sont derrière dans la structure. Moi, je peux vieillir, mais je dois garder l'œil sur les jeunes. Voilà. Intéressant. D'ailleurs, vous qui avez rencontré donc une multitude, j'ai même pas envie d'essayer de donner des chiffres de chefs d'entreprise, donc d'artisans, ateliers de métallerie, qu'est-ce qui, d'après vous, fait le succès d'une entreprise, en tout cas en termes de personnalité de leader ou de chef d'entreprise? Dans tous les profils que vous avez pu voir, c'est quoi les traits communs vers ceux qui ont vraiment excellé dans leur secteur? Moi, je crois, de tout ce que j'ai vu, parce qu'il y a des caractères très différents, il y a des gens très charismatiques, il y a des gens très discrets. Je crois, mais je peux me tromper, mais je crois que ce qui fonctionne, c'est la confiance. Si le chef d'entreprise respire la confiance, dégage de la confiance, même dans une période tumultueuse, ça fonctionne. Dans un métier où que ce soit le chargé d'affaires, le conducteur de travaux, évidemment les gars de l'atelier, tous, le poseur, tous, sont demandés s'ils sentent dans la boîte, si les gars sont bons, ils sont pas trop vieux, ils sont jeunes, s'ils sentent qu'il y a une perte de confiance, ils passent 3 coups de fil, même en période de crise, ils ont du boulot ailleurs. Et la boîte ne vaut plus rien. Donc, ce qui fait que quelqu'un arrive à tenir une équipe, que ce soit 4 personnes ou 80, parce que c'est les mêmes règles. Si une boîte de 80 perd 20% de ses salariés, top compétents, bureau d'études, pause, machin, elle est mal. Si c'est une boîte artisanale, ils sont 4, les 2 jeunes se barrent et restent les 2 pré-retraités, ça c'est mal aussi. Donc, le truc qui fait que ça tient et que ça réussisse,
C'est pas le gars tonitruant ou le gars en super empathie ou le gars super compétent techniquement. J'ai vu des gens se planter en étant des super bons techniquement. Mais bon, il leur manquait toujours un truc, le management. Mais c'est une alchimie. Ouais. Mais je crois profondément à l'idée que un gars, même qui connaît pas le métier, et j'en connais beaucoup qui dirigent des boîtes depuis des années comme ça, il connaît rien au métier, il le dit clairement, moi je ne sais pas tenir un poste je sais pas tenir une soudure, je sais pas meuler, je sais pas tracer un plan. Ce qu'ils doivent dégager, c'est la confiance. Parce que le truc qu'on sent le mieux en fait, dans le regard de quelqu'un, c'est la confiance ou pas. Que ce soit dans le regard de ses salariés ou des clients, du coup. Ouais. Exactement. Et si là, en ce moment, on a une période un peu tendue, un peu crispée, avec des infos qui circulent, qui sont dures, avec effectivement des marges qui se réduisent, bon, je ne veux pas le... Des carnets de commandes divisés qui par se deux. tendent, qui se tendent, voilà. Et donc, le dirigeant ou l'équipe dirigeante rentre dans la boîte, fait le tour de l'atelier, et les gars, il a beau avoir une cagoule de soudage, il lève la cagoule, il voit en dixième de seconde l'état de fébrilité ou pas du... Ouais, bien sûr. Parfois, il y a des gens qui sont dirigeants d'une boîte créée par leur père ou grand-père. Donc, le gars qui est à l'atelier, il l'a connu petit. Donc, ils lisent dans l'attitude du gars son humeur. Justement, en tant que journaliste, vous avez couvert une multitude et une succession de crises pour nos amis les artisans et les métalliers. Notamment, la dernière en date, la plus violente, ça a été le Covid. Ouais. Ça s'est passé comment? De ce que vous avez vu, comment vous avez déjà couvert l'actualité Covid dans le milieu du bâtiment? Parce que j'ai été voir sur Metal Flash, il y a beaucoup d'articles à cette période, quand même. Ouais. Entre ce que vous parliez de la FFB, je crois, j'ai vu des articles passer, sur les décisions même d'État. Vous aviez des regards et un point de vue journalistique. C'était comment cette période pour Metal Flash et pour le secteur? Alors moi, je suis sidéré de la capacité de travail qu'on a quand on reste chez soi. À Paris, ça fait 1 heure de transport à l'aller en moins, 1 heure de transport au retour en moins, et ça déborde parce qu'on a le jardin, on continue à travailler, tiens, il y a les oiseaux, c'est très calme, les conditions étaient top. Alors je pouvais pas aller sur le terrain, je faisais beaucoup au téléphone, tout ça, et puis j'avais un peu de stock de reportages, tout ça, mais c'est vrai que la productivité de mon côté, en tout cas, elle était là, et c'était vraiment intéressant sur ce plan-là. Les métalliers, eux, beaucoup en ont profité dans cette période-là, pour remettre à plat leur organisation. Donc ils étaient en petites équipes. Certains ont continué des chantiers quand ils étaient à l'air libre, qu'ils n'étaient pas les uns sur les autres. Ils avaient le droit de continuer les chantiers extérieurs, de menuiserie extérieure. Beaucoup de charpente aussi qui s'est fait, où les gars ils sont pas en contact, les gars ils dans sa grue, ou machin. Mais beaucoup ont, à cette occasion, remis à plat leur organisation. C'est que ce coup d'arrêt forcé les a obligés à dire « Bon, on a toujours le nez dans le guidon, qu'est-ce qu'on pourrait changer ?» Et la sortie de cette période de crise a souvent été suivie d'achats de logiciels d'organisation, de mise à plat des stocks, de réorganisation des stocks, de nettoyage. Bien sûr. Parce que, vous savez, quand on est dans le métal, je fais une petite digression là-dessus, parce que j'avais fait une chronique une fois, chute, v'là les chutes. C'est-à-dire que dans le métal, on a cette habitude de dire, on coupe une barre, le bout qu'on a coupé, on va se le garder, on va en avoir besoin. 10 ans après, personne n'y a touché. Il y a 15 tonnes de chute dans le coin qu'on chauffe, qu'on ventile, qu'on éclaire. Et vous voyez, ce genre de truc, c'est qu'il y a sur un atelier de 400 mètres carrés, il va y avoir 20 mètres carrés dédiés à des profils qui sont là. C'est un espace de stockage. Voilà, et bien beaucoup de gens, au moment de la crise Covid, ils ont dit, on va faire un peu le tri dans tout ça. Qu'est-ce qui sert, qu'est-ce qui ne sert pas, et on remet un peu de la clarté, et à la suite, quand tout a redémarré, ils redémarrent sur des bases un peu nouvelles. À vous entendre, c'était positif. Il y en a quelques-uns qui ont souffert, c'est sûr, mais des échos que j'ai, c'est plutôt des gens qui disent, ouais, ça nous a permis de remettre à plat les choses. Alors, ils ne sont pas demandeurs d'une autre crise comme ça, mais ils ont plein d'autres inquiétudes. Mais juste pour revenir aussi sur cette population qui me fascine, je trouve incroyable qu'ils gardent encore la joie, l'optimisme. Même quand ils sont inquiets, on dit « ouais, on continue ».
avec toutes les contraintes qu'ils ont en ce moment, parce que les contraintes de hausse de matières premières, hausse des prix de l'énergie, difficulté de recruter, parce que les départs en retraite, il faut quand même les remplacer. Même si on rentre dans une période difficile économiquement, il y a des postes à renouveler. Donc ce cumul de difficultés fait que j'ai toujours une immense admiration pour ces gens-là, hein. Que ce soit un patron d'un artisan ou un patron de PME, Ou de TI, oui. ouais, voilà, ouais, ou de TI, ouais, ouais, ou de bureau d'études, ou même de cabinet d'archi, hein, pareil. Hein. Je suis époustouflé par donc, pour revenir aussi entre confiance et optimisme, c'est qu'un bon dirigeant, c'est un mec qui continue à tracter, quoi. Avoir Une des femme, opportunités. ou une femme, hein, je veux dire, attention, le, le poste n'est pas genré. Ah, bien sûr. On a reçu Stéphanie Lefebvre de Oui. JPass juste avant. D'ailleurs, j'invite les spectateurs à voir l'interview aussi. Ils ont tous les mêmes contraintes. Hein. Non, nous, on est là pour voir les chefs d'entreprise, les gérants, ceux qui créent. Et en effet, ce n'est pas genré comme secteur. Ouais, j'ai fait dans mon dernier numéro, j'ai fait une interrogation là-dessus. Je me suis interrogé parce que j'ai vu passer un chiffre. Au doigt mouillé, j'ai compté dans l'annuaire des métalliers les prénoms féminins pour faire un peu une idée de est-ce qu'il y a une hausse des dirigeantes dans la métallerie. C'est absolument pas scientifique, hein. Je suis parti sur les prénoms, sachant que dans les prénoms, il y a un taux d'erreur. Camille, Voilà, donc je me suis donné une petite marge. Eh ben, en 20 ans, il y a eu un doublement. D'accord. Il est faible, mais il y a un doublement. On passe de 80 à 150 à peu près dirigeantes. Et du coup, j'ai interrogé un certain nombre de dirigeantes. Et puis, je suis arrivé à la conclusion, j'ai publié les 4 avis, mais mon article, c'est « Femmes dirigeantes, et alors ?» Et je suis obligé de dire, ouais, bon, voilà. S'il y a bien un reportage idiot à faire, c'est les femmes de la métallerie. Ça n'a aucun intérêt. Elles sont pas, c'est pas parce qu'elles arrivent en talons aiguilles qu'elles gèrent différemment. C'est exactement pareil. On va dire, ok, à l'atelier, il faut éviter de bosser avec des boucles d'oreilles et des bagues plein les doigts, c'est sûr. Mais il y a des mecs aussi qui ont des bagues, à qui on demandé d'enlever les bagues parce que, évidemment, la machine, ça peut être embêtant. Mais le métier n'est pas genré, quoi. C'est vraiment. Mais ce qui est ressorti de cette petite enquête que j'ai faite, vraiment, encore une fois, pas scientifique du tout, c'est que les dirigeantes m'ont dit. Il y a un regard sur les femmes qui a quand même changé sur les 25-30 dernières années, et ça va jusqu'aux banquiers, évidemment. Aujourd'hui, une dirigeante ou une personne, une femme qui veut monter une boîte, créer une boîte, reprendre une boîte, elle n'est pas regardée de la même façon aujourd'hui par un banquier de 30, 35 ans ou 40 ans qu'il y a 40 ans. Il y a un machisme qui s'est atténué et une confiance, et puis un niveau de diplôme qui a monté chez les femmes, qui fait qu'aujourd'hui, une femme peut diriger une métallerie aussi bien qu'un homme, sinon mieux, bien sûr. Évidemment. Dans le milieu de la métallerie, d'après vous, c'est quoi la dernière innovation que vous avez fait? Waouh! En soudage, en technique, en outils, en méthode, genre l'effet waouh, d'ailleurs, ça je vais en faire un article tout de suite, c'est révolutionnaire. Oui, alors bon, il y a plusieurs choses, hein. Il y a même des choses qui vont un peu vite. Alors il y a des outils de conception, de CAO, DAO, de logiciels. Là, on est rentré de plein pied. Bon, je vais parler d'une boîte qui n'existe plus. Je ne veux pas la citer, non. Mais il y avait 2D. C'est un concepteur de logiciel qui avait 2D dans son intitulé. D'accord. C'était à 25 ans. Et lui m'avait dit, ah non, mais la métallerie, jamais ça sera de la 3D. Donc moi, j'appelle ma boîte 2D. La boîte n'existe plus. Voilà. Il était convaincu que c'est un univers où le 2D allait régner jusqu'à la nuit des temps. En coupe, en profil. Voilà. C'est du plat, c'est du garde-corps. On n'a pas besoin de 3D. OK. Aujourd'hui, on est en train... et des PME ou des TPE ont des logiciels qui font de la génération de plans, évidemment en 3D. Avec les réalité virtuelle. Et on raisonne bientôt, c'est encore un peu dans les tiroirs, mais on imagine de l'IA très vite là-dedans. C'est-à-dire que l'escalier va se faire un peu tout seul. Propose-moi un design dans ces dimensions-là, cette Voilà. hauteur-là. Voilà. On est dans une... Et on monte en gamme dans les entreprises, sur les cols blancs de conception de CAO, DAO, dans les dessinateurs, les bureaux d'études. Ces gens-là montent en puissance.
il est fréquent de voir une boîte d'une dizaine de personnes avec 4 dessinateurs de haut vol. Ça, c'est des formules qui existent. Et les gars sont super équipés. Ils n'ont pas un vieil ordinateur avec une grosse souris. Ils investissent là-dedans. Donc, cette technologie-là a vraiment pris en 25 ans une très belle place. Et elle a pris une très belle place parce qu'il y a 25-30 ans, cette profession a décidé, avec l'impulsion de l'Union des métalliers, qui a eu sa part très nette, donc l'Union des métalliers qui est reliée à la FFB, qui a eu sa part pour dire il faut garder les études chez nous. Ils auraient pu dire on devient des exécutants, on réalise ce que les autres nous disent de faire, ce qui est le cas dans certains pays. Ils ont gardé ce savoir-faire du dessin. Donc, la discussion avec le maître d'ouvrage et avec le maître d'œuvre, ça les a sauvés. Parce qu'aujourd'hui, ils ont ça et ils se gardent la liberté de sous-traiter certaines fonctions, certaines parties, on va dire des menuiseries, même très souvent, hein, dès qu'ils font sous-traiter la menuiserie. Bien sûr. Mais donc, il y a cette partie CAO-DAO, qui est une technologie très importante. Maintenant, il y a la commande numérique. Ça paraît évident. Ben non. Quand je suis arrivé il y a 25 ans, 30 ans, il y avait encore des presses plieuses qui se réglaient à la molette, à la main, clac-clac, on se calait avec des petites cales, et puis il y avait un gars, c'était... Là, aujourd'hui, dans les commandes numériques, on voit la pièce. Ah oui, puis c'était l'expert, c'était le seul qui savait se servir de la presse plieuse, parce qu'il connaissait ces petites failles, ces petites marges d'erreur. J'ai dit, où t'as vu ça? Le gars, s'il est malade, on ne peut plus plier, quoi. Aujourd'hui, je pourrais dire presque, moi, je pourrais presque m'en servir. Moi qui connais rien à la presse plieuse, on m'explique et je peux faire un truc. Vous avez fait un reportage dans une justice. Voilà, et donc ça, c'est comme... une Air Maxan, je crois que c'était, une plieuse Air Maxan, et incroyable. On peut faire des choses incroyables, et puis c'est souvent du bureau d'études jusqu'à la machine, la commande. Et tout par le même langage, donc de A à Z, toutes les machines, elles comprennent. Alors ça, c'est une chose. La CN, la commande numérique, c'est une rupture importante des 40 dernières années. Mais maintenant, ce qui arrive dans la métallerie, c'est la réduction des délais. Alors, réduction des erreurs, réduction des délais. Les deux se réunissent. Réduire les délais, c'est-à-dire faire un certain nombre de choses soi-même qu'on sous-traitait. À partir d'un certain niveau de sous-traitance, de découpe laser, de découpe jet d'eau, de découpe plasma ou autre, on intègre la technologie. Et ça va jusqu'à, le thermolacage, la peinture. Même le thermolacage, il s'internalise. Ouais, de plus en plus. Ça, c'est quand même intéressant. Alors, il y a des fournisseurs qui arrivent sur ce terrain, qui arrivent avec des mini-fours, mini-cabines. Il y a toute une prestation qui arrive derrière pour dire... Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est le délai. Ben, c'est ça. Si le gars doit attendre... Et puis, comme je vous disais, les métalleries sont de plus en plus en région. Ils ne sont pas en périphérie d'une zone industrielle où il y a tout le monde autour. Au pire, c'est des nœuds autoroutiers, mais ça reste quand même... Voilà. Donc, il y a toujours un petit délai. Et puis, s'il y a un thermolaqueur, alors on ne va pas galvaniser en métallerie, on ne va pas mettre un bain de galva, ça non. Mais s'il y a un thermolaqueur qui a du succès, qui n'est pas trop loin, mais où il y a de l'attente parce que tout le monde fait laquer chez lui, s'il perd des affaires parce qu'il n'est pas assez rapide ou la qualité ne convient pas. Donc, je ne dis pas que c'est un raz-de-marée, mais c'est une technologie qui arrive et de plus en plus, je vois des métalliers qui ont investi là-dedans. Et les banques suivent, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que dans le projet que les entrepreneurs proposent pour avoir des financements, ils disent ça tient la route. On va faire plus de projets sur le même temps de travail au final. On maîtrise la qualité, on maîtrise le délai. Que ce soit dans la découpe de tôle ou justement le thermolacage, oui, c'est intéressant. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, vous me parliez de soudage. Et oui, dans le soudage, alors là, on a aussi maintenant des postes à souder traditionnels, à l'arc, qui sont devenus évidemment des machines beaucoup plus complexes, avec des programmes, avec une qualité de fabrication, une qualité d'arc maîtrisée. Et puis voilà, il y a une nouvelle technique qui arrive, on en parlait pas mal ces derniers temps, on en parlera aussi dans la revue, c'est le soudage manuel laser, qui est une technologie connue depuis longtemps, puisque le laser est maîtrisé depuis une 50aine d'années dans l'industrie. Parmi les multiples possibilités de découpe ou d'assemblage, donc c'est des photons, c'est de la lumière qui travaille là-dedans. C'est une lumière très très puissante qui peut faire fondre des matières ou les couper selon.
Et là, on a un raz-de-marée en ce moment, via Internet, d'opportunités comme ça, de machines qui viennent essentiellement de Chine. Bien sûr. Euh, Où les- on les voit, c'est une sorte de pistolet. Ouais, Ils font voilà. ça dans les vidéos comme si c'était Comme super si simple. c'était un jeu Comme d'enfant. si c'était un jeu d'enfant, hop, le petit pistolet, le Voilà, laser moi, rouge, hop, et je je viens de suis souder. très très inquiet là-dessus, sur la promotion de ces technologies-là, parce qu'on n'y associe pas toutes les mesures de sécurité. Il y a un petit vide normatif là-dessus. Un petit laser vide. qui rebondit sur la Voilà. personne. Voilà. Ça peut faire des gros dégâts. Et il y a des cas de dégâts, il y a des accidents, il y a des pertes visuelles, il y a des accidents. Mais pour l'instant, l'État, qui a d'autres chats à fouetter, ne s'en préoccupe pas. Réglementation particulière. Vous savez, tant qu'il n'y a pas... C'est comme un carrefour dans un nœud autoroutier. Au nœud routier, s'il n'y a pas 3-4 accidents graves dans le mois, ben, on ne le change pas. Ben, voilà. Sans doute qu'il n'y a pas encore assez d'accidents pour... Le risque serait que l'État, dans un moment de panique, dise bon, on interdit complètement la technologie, ce qui ne serait pas évidemment intelligent. Et c'est inarrêtable parce que cette technologie de soudage est effectivement extrêmement intéressante dans son Elle est efficacité. même un peu bluffante pour la première fois. Complètement bluffante, ça, vous avez le mot, c'est presque inquiétant pour les soudeurs, parce qu'il y a des gens qui ont mis des années à accaparer un bon geste en semi-auto et en TIG pour souder différents matériaux, des alliages, c'est toute une science, il y a des qualifications, on est reconnu et on est payé en conséquence. Là, brusquement, vous formez... On apprend les alliages aussi, Voilà, pour savoir voilà. quel réglage il faut Là, mettre. vous formez... excusez-moi, Ah non, je vous en prie, je suis tellement bavard. Vous formez quelqu'un en quelques jours, quoi. Mais avec des conditions... Mais l'Union des métalliers travaille là-dessus pour avoir un peu une charte et en tout cas... Un cadre réglementaire. Un cadre, oui. On essaye de trouver des bonnes idées de... Bien sûr. Enfin bon, voilà, ça c'est un peu les grands défis technologiques. C'est toujours pareil, c'est la transformation de la matière, c'est les outils qui permettent de concevoir, les outils qui permettent de transformer, mais aussi les outils qui permettent de poser. Là aussi, il y a eu des innovations sur les systèmes qui font réduire... Alors, je ne parle pas trop d'exosquelettes, parce que là, les exosquelettes, c'est utilisé dans des gestes très répétitifs. En métallerie, on n'a pas de gestes très répétitifs. On ne fait pas tous les jours la même chose. Mais par contre, on a des systèmes de levage qui sont plus faciles à utiliser aujourd'hui. Oui, des groupes peut-être un peu plus petites et intelligentes. Voilà. Là, le progrès, il est rentré très discrètement dans le monde du bâtiment, mais en fait, il est réel, d'appareils très puissants, autonomes, capables d'emmener dans des endroits exigus des objets lourds. Il y avait aussi, j'avais vu pas mal d'évolutions sur les objets de scan 3D. Il pose un appareil à 60 000 €, il va nous scanner le quartier avec une nuage de La points. prise de cote. La prise de cote aujourd'hui, c'est... Alors là, chez les métalliers, on n'en est pas encore dans un raz-de-marée parce que ces petites machines valent cher. très cher, ouais. Donc on sous-traite ça parfois, mais effectivement, ils s'y intéressent. Ils attendent le moment où le prix baisse de 50%. Mais là, c'est absolument bluffant. Absolument. C'est là où une prise de cote pouvait prendre une journée, en une matinée, ça peut... Oui, quand tu as une journée à plusieurs. À plusieurs. Là, vous le posez à 3-4 endroits, il fait la synthèse. Et après, il y a un gros travail de moulinage de nuages de points à faire. Mais c'est au millimètre près. Voilà. Très peu d'erreurs. Et on a fait le premier chantier sur lequel j'ai écrit avec Scan 3D, c'était pour la grotte Chauvet en Ardèche. On a fait la grotte Chauvet bis, c'est-à-dire que la grotte réelle, on ne pouvait pas y aller parce que trop d'humains là-dedans, ça détruit l'équilibre écologique du site. Alors on a fait une réplique. Ils ont fait toutes les mesures en nuage de points et scan 3D de la grotte réelle et ils ont reproduit la même à côté. Et effectivement, j'ai parlé avec des gens qui ont été dans l'une et dans l'autre. Ils disent on peut se promener les yeux fermés dans l'une et dans l'autre. On a exactement les mêmes repères, les mêmes détails. Et donc ça aussi, c'est une technologie dans laquelle la jeune génération, elle va être complètement immergée là-dedans de façon naturelle. Bien sûr, ils vont travailler différemment. Et comme le lasermètre au début était cher, maintenant tout le monde en a un dans sa poche. Comme un jeu, c'est sur les porte-clés. Oui, voilà, c'est ça, c'est devenu quelque chose de très banal. Et
Et je pense que très rapidement, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, mais ça va se faire Ah très non, mais vite. oui, aujourd'hui, Le avec scan mettre des 3D. applis sur téléphone, on Voilà. pilote. Voilà, je ne suis pas inquiet là-dessus, ça va se développer. Et alors, vous parlez de technologie, mais il faut quand même rajouter une autre technologie, c'est plus dans votre métier. C'est-à-dire, la technologie nouvelle qui est dans ce métier et qui touche d'autres métiers aussi, c'est effectivement la capacité d'aller sur les réseaux, de faire de la communication, de mettre ses projets sur Facebook ou sur Instagram. Sans passer par des tiers. Sans passer par de des son tiers. téléphone au C'est ça. public. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'artisan est potentiellement devenu communicant. C'est ça. S'il se débrouille pas trop mal, il a un certain retour. J'en connais comme ça qui paye un prestataire très discret. Il est à Reims, le jeune homme. Il a sa petite boîte. Il paye un prestataire qui vient de façon aléatoire dans son atelier. Ils sont 4-5 dans l'atelier. Il prend des photos. Il va sur les chantiers, il prend des photos, il filme et après il met ça sur les réseaux sociaux. Ça oblige les gars à être toujours impeccables. Ah oui, avec une bande de Parce qu'il a dit à sécurité. ses salariés, Ouais. le gars peut venir de façon aléatoire. Vous avez toujours le harnais si vous êtes en hauteur. Vous êtes toujours... avez- Voilà, donc ça il a fait. Et ça c'est complètement bluffant. C'est quand même incroyable comment des artisans peuvent utiliser ça. Et il m'avait dit, en gros, ça me coûte 12 000 euros par an, mais ça me rapporte 200 000. Parce que derrière, il y a des archives, des donneurs d'ordre, des pouvoirs publics qui bien voient les sûr. vidéos, ils disent, ah ouais, les gars... Les ils ont- devis sur Instagram, les Voilà. noms de devis sur Instagram. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est quand même... Il y a 30 ans, c'est complètement inexistant. En fait, c'est différent. C'est que- On envoyait des fax il y a 30 ans. Moi, Mais- quand j'ai démarré, on confirmait un rendez-vous par un Bien fax. sûr. Mais on n'existait pas si par exemple on n'était pas dans les pages jaunes. Oui. C'était ça en fait. Et puis, on choisissait un nom de société pour être en haut. Oh, ouais, oui, c'est ça. Aujourd'hui, on peut mettre des X et des Z et tout ce qu'on C'est veut. ça, C'est ouais. pas ça qui compte. Ouais, c'est ça, exactement. Ça, c'est intéressant. Donc, c'est cette profession, elle est exposée à des mutations diverses par son activité de conception, de stock, de transformation et de commercialisation, de pose, de déplacement. On n'a pas parlé des véhicules, mais les véhicules aussi évoluent, le marquage des véhicules, la tenue des gars. Enfin, les mutations, c'est forcément... Les outils aussi, je vois pour aller jusqu'au polymiroir, là, sur une mesure, là, il y a tous les disques en zircone. Bien sûr, et puis l'outillage électroportatif Bien a sûr. beaucoup changé ces 30 dernières années. Ouais. C'est absolument passionnant. Voilà. Alors, j'aimerais qu'on prenne un peu d'auteur sur le sujet de la métallerie. Qu'est-ce que vous pensez un peu de de l'élite de la métallerie, tout ce qui est Compagnon de Devoir, Meilleur Ouvrier de France, les confréries de Saint-Éloi par exemple. Quelle est votre opinion ou votre vision sur ces grands corps historiques qui traversent les siècles? Je vais être un peu sévère peut-être. Je ne m'intéresse pas aux élites. Quelqu'un qui fait la grille d'honneur du palais de Versailles telle qu'elle a été conçue à l'époque, qu'il a fait une réplique merveilleuse, c'est énorme, c'est formidable. C'est des très beaux ateliers qui ont réalisé ça, qu'on considère être dans l'élite. Je trouve ça formidable. Mais je pense que quelqu'un qui fait une rampe pour un pavillon dans la banlieue du Mans et qui tombe juste, la main qui est juste et que c'est une vieille personne qui monte et que ça lui change la vie, c'est tout aussi énorme. Ouais. Moi, je pense qu'il faut du travail bien fait. Il n'y a pas... ce travail qu'on considère comme l'élite, d'abord, ils profitent de moyens colossaux, ils ont des budgets hors normes, ils ont même parfois des aides publiques qui perturberaient un jeu concurrentiel. C'est vrai, c'est vrai. Et ils sont très compétents, il n'y a aucun problème. Mais pour moi, il est tout aussi important de savoir faire une rampe qui tombe naturellement sous la main et qui aide quelqu'un à monter et le sécurise. Je vois. C'est une partie de leur activité et moi, je traite ça avec la même importance. Je dis ça parce que notamment, récemment, on a eu le chantier de Notre-Dame de Paris qui a mis beaucoup en valeur le travail de nos artisans. C'est une de très nos belle compagnons de vitrine. devoir. Et voilà,
Justement, C'est allé très vite, on le note au passage, parce qu'il y a eu des fonds privés, plus qu'il n'en fallait. C'est là qu'on s'aperçoit que finalement, le bâtiment, ça peut aller assez vite. ça Hein. peut aller assez vite. Hein. Et une rénovation, parfois il y a des châteaux, pendant 50 ans, on n'arrive pas à les finir. Là, c'est allé très vite, comme quoi on a la compétence. Quand il y a les moyens, il y a la compétence, il y a l'organisation, tout va très bien. Et j'ai rencontré récemment quelqu'un qui a bossé sur ce chantier et il m'a expliqué à quel point c'était confortable de travailler à Notre-Dame parce que après chaque journée de chantier, il y a des équipes qui venaient pour tout nettoyer, c'était propre, il n'y avait pas de... Des moyens. C'était grand luxe, grand luxe. Et ils étaient payés comme il fallait, tout, rubis sur l'ongle, et tout était bien organisé. Il y avait un militaire qui pilotait tout ça. Et, l'utopie. Et ouais, c'est le rêve total. Il n'y en a pas un qui mouftait, tout se passait bien, et une belle atmosphère. Mais encore une fois, ce sont des belles vitrines, mais moi, je ne considère pas, je n'aime pas utiliser le mot l'élite, le gratin. Dans l'excellence, on peut dire il y a une excellence, voilà, c'est bien. Mais encore une fois, l'excellence peut être sur un pied de table, un mobilier simple, bien pensé. Vous savez, il y a un métallier connu qui s'appelle Jean Prouvé, qui est mondialement connu. Ces tables, aujourd'hui, se vendent 40 000 €. Hein, c'est devenu des pièces de collection. Ces tables et chaises, il a fait des maisons, il a fait des façades, il a fait un tas de choses. Mais en fait, c'est la justesse de son travail qui fait que son travail traverse le temps. Même s'il a eu une formation de ferronnier, il a fait du pliage de tôle, il a travaillé de l'aluminium. C'est de l'excellence aussi. Alors que c'était quasi industrialisé ce qu'il faisait. C'est la justesse du travail qui est importante. C'est de ne pas duper, de ne pas tromper avec des effets de manche ou avec un effet d'aspect. La métallerie, si elle est juste, elle est parfaite. Elle est juste parfaite. Ça, c'est indiscutable. Je travaille un peu le concept à l'IFEX et là, j'aimerais un peu laisser une carte blanche, Yann. Est-ce que vous avez un sujet que vous voulez aborder avec nos spectateurs là maintenant? Moi, une de mes préoccupations, c'est la question environnementale et je pense que les entreprises ne doivent pas se détourner de ça. Je pense que la question environnementale doit devenir essentielle. Et elle ne doit pas être associée à une culture politique, un mouvement politique ou un discours. C'est transverse. Voilà. Et je pense que vraiment, on appelle ça RSE aujourd'hui, tout ça, on lui donne des mots à la On mode. appelle ça développement durable. Développement durable. Voilà. Moi, j'aime bien utiliser le mot environnement, travailler avec l'environnement. Je pense que c'est vraiment ça. Je sais par exemple que chez Jeannot, c'est un des discours aussi qui tiennent. Produire local, économie locale, recyclabilité, des essences de bois, de l'aluminium qui soit produit de façon plus écologique. D'ailleurs, on le sait le faire, on sait recycler ça depuis la nuit des temps. Bref, que tout ça, ça fasse partie de l'ADN des entreprises. Vraiment, j'aimerais, si je quitte ce monde et si je quitte cette profession, j'aimerais qu'ils aient grandi plus dans cette dimension-là. Et à mon avis, ça n'allait pas encore assez. Peut-être parce qu'il y a eu trop de discours qui détournent du bon sens. Il y a eu trop de verbiage. De normes et de réglementations, des fois, qui sont contradictoires. Enfin, bon, mais je crois qu'il faut vraiment que pour les entreprises, ça devienne naturel de réfléchir à une question environnementale, donc de penser aussi réemploi, réutiliser, et que ça rentre dans l'esprit des gens. C'est plus facile pour des charpentiers, quand on démonte une charpente, de la rémonter ailleurs. C'est plus difficile pour les métalliers, mais que les métalliers aient vraiment beaucoup plus la conscience de on dépose quelque chose, et si on propose quelque chose à quelqu'un d'autre, on pourrait peut-être lui dire regardez, si on adapte ce qu'on a là, ça peut peut-être aller chez vous, et que ce soit naturel. La circularité. Voilà, et que le client dise « Oh bah oui, finalement, on va adapter le garde-corps, on va avec l'acier, on peut faire tout ça. » Avec l'acier, si on a un garde-corps qui n'est pas à la bonne hauteur, on peut ressouder, on le sable, on ressoude une lisse dessus, on remet quelque chose, plutôt que de partir toujours sur l'idée, on part sur du neuf. Bref, je pense que tout ça, et j'espère
Aussi bien que la technologie a fait des bonds considérables, ces nouvelles technologies très sophistiquées se sont banalisées dans les entreprises, je voudrais que ce discours de bon sens se banalise aussi et qu'on n'en fasse pas un grand chichi en disant «Oh, je suis plus écolo que mon En mettant voisin». tous les labels, tous les bobos. Non, pas le label, c'est juste, allez, soyons un peu dans le bon sens. Le métal, l'aluminium, comme l'acier, sont des matériaux qu'on a toujours récupérés. On n'a jamais gaspillé ces matériaux-là. Eh ben, qu'on y raisonne un peu en bon sens en disant on va l'adapter. Et ça jouera en faveur de l'intelligence des gens, ça jouera en faveur de la motivation des équipes aussi, parce que quand on leur amène un truc qu'il faut adapter, ça les oblige à réfléchir plus que, allez, on prend les barres au stock et on perd son soude et on envoie. Voilà, je voudrais que toute la chaîne du bâtiment soit plus... Et que, par exemple, on revienne à... C'est une vieille ficelle, hein, quand vous voyez les églises romanes, il y a beaucoup de colonnes et beaucoup de pierres qui venaient de ruines romaines dedans. Donc, je veux dire, le réemploi, c'est pas nouveau. Ça a toujours existé, hein. Il y a des poutres en bois. Après la Révolution, on a détruit, rien que sur Paris, on a détruit une bonne centaine d'églises. Hein. Et les pierres, les matériaux et tout, on les a retrouvés dans les baraques à côté. Ah oui, dès qu'on détruit, on récupère. Une pierre de taille, c'était très, très coûteux. Les poutres en bois de vieux chênes de 300 ans, ça ne se brûlait pas en cheminée, d'ailleurs ça brûle très mal. Mais ça a été réutilisé. Donc il y a eu, après la Deuxième Guerre mondiale, une espèce de gabegie, on fait tout neuf, on rase, on construit neuf, alors que vraiment le bon sens serait qu'on soit plus dans une logique de transformer l'existant plutôt que raser. Et là, ça arrange aussi mes Faire attention à métalliers. l'environnement de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on se dit, bah voilà, on est arrivé avec cette entreprise, on essaie de retrouver l'environnement qu'il y avait autour à peu près à l'identique. Voilà, oui. On va voir. C'est d'avoir des espèces d'attitude. D'être en harmonie avec Ouais. son environnement. Ouais, ça me plairait. Ça serait un vœu, ça, absolument. Ouais. Bon, on demande à chacun de nos invités d'apporter un objet personnel avec une symbolique professionnelle, une histoire à raconter. Yann Meyer, qu'avez-vous apporté? Je voulais venir avec une enclume, mais bon, c'est un peu difficile. Le TGV, c'est pas... Eh bien, alors, je porte une montre. Je vais vous la montrer. Je porte une montre qui a une petite histoire. C'est une montre à Vous remontoir. pouvez la montrer à Evan, à la caméra. Voilà, c'est une montre avec derrière tout le mécanisme apparent. C'est une montre à remontoir qui se remonte donc. À l'heure où tout le monde a des montres connectées, moi j'ai une montre à remontoir. Vous pouvez un peu la remontrer juste pour les images. Voilà, donc c'est une Nonos, une Ten... Attendez, plus lentement. Voilà, juste qu'il fasse le point. On va faire le point, c'est bon. Bon, ce sera au montage. Voilà. On refera un montage. Oui, alors C'est le dos aussi, je crois. Voilà. Ouais, il y a un petit mécanisme. Voilà. Alors, cette montre a une petite histoire parce que j'ai un jeune cousin qui était paysagiste, passionné. Il a eu un accident de moto, il n'a pas pu continuer dans sa passion de paysagiste jardinier. Il était obligé de se convertir ou se reconvertir vers un autre métier et sa vraie passion, c'était les montres. D'accord. Et il est aujourd'hui chez Nomos responsable de la gestion des pendules à l'intérieur, les mécanismes puisque ça se remonte, il n'y a pas du quartz, donc c'est son poste, c'est vraiment important là-dedans. Et il est devenu un expert très courtisé dans le domaine des montres de luxe, même si ça, c'est pas non plus une montre, ça ne vaut pas 150 000 € ce que je porte là. Et donc voilà, donc ce que j'aime bien dans cette montre, indépendamment du fait que c'est mon cousin que j'aime bien à travailler dessus, c'est qu'elle symbolise pour moi l'espoir de la reconversion et que c'est pas parce qu'on n'est plus dans telle voie qu'on peut pas réussir dans une autre. Et voilà, il faut toujours garder le souci d'une deuxième passion qui guette. Voilà, j'aime beaucoup ça. J'aimerais bien perdre la passion actuelle pour en trouver une autre finalement. Parce que je sais qu'il y a des passions qui me guettent. Voilà, j'aime bien ça. Un dernier mot, on va dire, pour un conseil ou quelque chose à dire aux jeunes qui regardent, peut-être, voilà, que ce soit des jeunes journalistes, soit des jeunes artisans. Bon, si vous avez tenu jusque-là, je répéterai ce que j'ai déjà dit au début. Faites ce que vous aimez. Mangez ce que vous aimez manger, mais goûtez aussi la cuisine des autres. Allez vers les autres. N'ayez pas de barrières, d'œillères. Et je crois que beaucoup de jeunes sont dans une optique très ouverte là-dessus. C'est bien ça, c'est d'aller manger la cuisine de l'autre, c'est vraiment très clairement lui faire confiance. On revient à l'idée de la confiance. Si j'ai confiance dans quelque chose que je n'ai jamais mangé, c'est que je suis déjà très ami avec la culture de l'autre.
Sinon, ça ne marche pas. Sinon, vous savez, il y a plein de gens qui tombent malades en voyant de la cuisine des autres sans l'avoir goûté. Tellement ils se crispent. Ils sont perdus, ça. C'est pas des clients pour moi. Et il faut être curieux des autres, je crois, oui, vraiment, de la différence des autres. C'est un discours un peu naïf comme ça, mais moi, je crois qu'il est vraiment important. Yann Meyer, merci beaucoup pour cet entretien. Merci, ce fut un plaisir.